Il est 13h et c'est l'heure de s'informer. Célébration du 66e anniversaire de la mort de Mamadou Konaté. L'événement présidé par le Premier ministre vise à perpétuer les idéaux, les valeurs de l'ULIS disparu et aussi donner à la jeune génération des repères dans la construction du nouveau Mali. Les précisions de Modibo Mariko dès le début de cette édition. Juste après, nous irons à Abidjan pour la COP 15, 2 conférences de presse au programme pour mûrir des réflexions sur les investissements nécessaires pour la restauration des terres dégradées et sur la fibre patriotique, l'or et le bois. Des conférences animées par la directrice générale adjointe de la FAO et le directeur général du centre sous-régional du suivi. Également, dans ce 13h, nous ferons une immersion dans le Boitou, cela à travers la célébration de la Nuit des bois, deuxième du genre. Cette nuit a pour mission de promouvoir les communautés bois, les rassembler avec d'autres communautés sœurs et partager des moments de convivialité et de joie. Un bien réel pour moi de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à tous. Notre pays a célébré les 66 ans de la mort de feu Mamadou Konaté. L'événement présidé par le Premier ministre vise non seulement à perpétuer les idéaux et valeurs de l'illustre disparu, mais aussi à donner à la jeune génération des repères dans la construction du nouveau Mali. Choguel Kokala Maïga, pour l'occasion, a d'ailleurs annoncé l'institutionnalisation désormais de cet événement par notre pays. La cérémonie a aussi été marquée par une projection de film et un vernissage sur l'homme. Le reportage de cette cérémonie avec Modibo Mariko. Et le temps est ainsi donné pour rendre hommage à Feu Mamadou Konaté, car 66 ans après sa mort, le souvenir de l'homme reste encore vivace dans les esprits. Né le 1er janvier 1897 à Kati, Feu Mamadou Konaté a connu une vie professionnelle et sociopolitique hors du commun. Vice-président du RDA, il créa l'US-RDA et fut le premier homme politique noir vice-président de l'Assemblée nationale française. Célébrer sa mort est donc, selon ceux qui l'ont connu, une démarche participative pour la nouvelle génération. Célébrer un des fils les plus prestigieux de l'histoire moderne du Mali, tant son action politique et humanitaire fut immense, est un devoir pour les générations présentes et futures qui ont ainsi l'obligation impérative d'incorporer dans le présent et les valeurs de conviction profonde de Mamadou Konaté. Il ne saurait s'agir d'une gratitude passive, mais d'une démarche volontarisme entretenue, inaccessible à la négation de l'oubli. Il appartient aux jeunes générations de savoir tirer les leçons les plus appropriées pour l'avènement d'une société plus juste et des conditions de vie meilleures pour nos populations. De l'enseignant au syndicaliste de l'intérieur comme à l'extérieur, Feu Mamadou Konaté a toujours été à l'avant-garde des combats pour l'émancipation de l'homme tout simplement, mais en mettant surtout en avant des valeurs d'humilité et de simplicité. Dans le contexte de crise que nous vivons, ces valeurs que le président Konaté incarnait sont toujours d'actualité. Elles nous incitent au sursaut salvateur pour surmonter nos rancœurs et nous retrouver sur l'essentiel. Bâtir le Mali que nous voulons, pour nous et pour les générations futures, un pays où il fait bon vivre. On a coutume de dire et d'entendre que la jeunesse malienne n'a plus de repères. Comment est-ce possible dans un pays qui regorge de grands hommes et de grandes dames, de hauts faits héroïques dont l'évocation suffit pour les générations présentes et futures à se ceindre les reins pour défendre la souveraineté, l'indépendance, la dignité de notre pays. Voilà tout le sens de la refondation, mesdames et messieurs, engagée par la transition, sous la haute autorité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Elle vise la transformation radicale du Malien et du Mali, du citoyen malien et de l'État malien. Une source intarissable pour la jeunesse et les premiers d'ajouter que Mamadou Konaté est un patrimoine national et comme tel. Désormais, des dispositions seront envisagées afin que le jour anniversaire du décès du président Mamadou Konaté soit solennellement commémoré par les hautes autorités du Mali. Non pas pour raviver le souvenir de cette douloureuse perte, mais pour éveiller les consciences
et tenir le serment de notre jeunesse, suivre sa voie pour gagner la bataille de l'avenir et faire le Mali et l'Afrique. Tel est notre engagement pour la refondation du Mali, pour le triomphe des idéaux des pères fondateurs. Très apprécié par certains comme fait Houphouët-Boigny, mentor pour d'autres comme fait président Modibo Keïta, adversaire politique pour d'autres aussi comme fait Flidabo Sissoko, mais tous reconnaissent en l'homme des valeurs qu'ils ont reconnues chacun à sa façon. L'exposition visitée par le Premier ministre lors de l'événement pouvait en être une parfaite illustration. Des valeurs qui s'est promis d'honorer l'Institut néerlandais pour la promotion de la démocratie en donnant le nom du fait Mamadou Konaté à sa dernière promotion. COP 15 à Abidjan, la salle de presse a abrité 2 conférences de presse. La première, animée par la directrice générale adjointe de la FAO, porte sur les investissements nécessaires pour la restauration des terres dégradées. Quant à la deuxième, elle a été animée par le directeur général du Centre sous-régional du suivi écologique. Cette dernière est axée sur 3 points, dont la fibre patriotique, sur l'or et le bois. Nos envoyés spéciaux Mohamed Kayantao et Idrissa Traoré ont suivi les 2 pour l'ORTM. Selon la directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, sa structure est engagée depuis des années dans la problématique de lutte contre la sécheresse et la désertification. Si rien n'est fait, cette situation risque de menacer la sécurité alimentaire mondiale. C'est la raison pour laquelle elle a mis à profit la COP 15 pour parler des stratégies visant à restaurer les terres dégradées. Si on voit que 95% de ce que nous mangeons, ça vient de la terre. 5% vient des océans. Pour produire, on a besoin de quoi? On a besoin de terre, on a besoin d'eau, on a besoin des intrants agricoles. Et cette terre qui est notre base, qu'on a besoin pour produire, elle souffre de la désertification. On ne l'utilise pas d'une manière durable. On détruit la terre on coupe les forêts pour faire l'agriculture. On coupe les forêts pour faire les routes. On coupe les forêts pour faire notre maison, là où on habite. On a besoin des investissements. Et surtout, l'urgence d'agir. Dans la même mouvance, une autre conférence de presse s'est tenue. Cette fois-ci, elle est animée par le Centre sous-régional de suivi écologique. Elle est axée sur 3 points essentiels. Le premier point que je pose, c'est un point de principe. Comment faire pour que la dégradation des terres puisse être un aspect, une dimension, un building block pour l'ensemble des conventions. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est l'effort qui doit aller avec le niveau de défi qui nous interpelle. S'il n'y a pas de politique régionale pour l'ensemble de ces problématiques qu'il faut prioriser dans nos stratégies régionales, à la même trame que la Grande Muraille Verte, je crois que la mobilisation des financements qui constitue une dimension majeure dont nous avons parlé ici avec le président Ouattara et le président Aïchi, nous serons restés à date. Le troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est la fibre patriotique en tant qu'Africain sénégalais. On présente le Sahel comme une zone de misère, une zone où il n'y a pas d'espoir, une zone où la migration est la seule solution pour les jeunes. Depuis les Almoravides, depuis que le commerce entre le Maghreb et Tombouctou se sont installés, depuis que Kanka Moussa a développé sa richesse autour de l'or, depuis que l'exploitation du bois en Afrique de façon générale a été un levier d'accélération économique, pas pour nous mais pour les autres, on s'est rendu compte que la zone africaine, le Sahel, vous le savez tous, a énormément de potentialités. Les journalistes de différentes nationalités en ont profité pour poser des questions ayant trait au financement des projets de restauration des terres dégradées en Afrique et à l'effet du changement climatique sur le continent. En 5e région, une cinquantaine de femmes leaders des régions de Badjangara et Mopti s'approprient les résultats de l'outil Cercle de paix. Cette initiative qui vise l'implication des femmes dans le processus de paix et de la cohésion sociale est mise en œuvre par l'Institut malien de recherche Action pour la paix et l'ONG Wildaf sur financement de la MINUSMA. Daouda Djakité et Suleiman Tepsoke nous en disent plus.
Cette rencontre regroupe une cinquantaine de femmes leaders des régions de Bandiagara et Mopti. Elle vise à partager les résultats de l'outil Cercle de paix mis en œuvre par l'Institut malien de recherche Action pour la paix et l'ONG Wildaf. Son objectif est de faire de la restitution des activités des sessions de Cercle de paix en invitant les participantes à approfondir leurs réflexions sur les grandes préoccupations ressorties lors des sessions. Cette démarche qui s'inscrit dans le cadre du projet Femmes artisans de paix pour la consolidation de la cohésion sociale est soutenue par la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Notre appui a permis une large consultation sur l'outil Cercle de la paix, dont les résultats sont l'objet de ce présent atelier. Ces résultats seront également traités et analysés de manière minutieuse avec l'accompagnement de la MINUSMA pour les mettre à la disposition des autorités et autres partenaires. Les résultats de votre formation soutenus par l'engagement de chacune d'entre vous à s'investir pour la réussite de la cohésion sociale, car l'établissement de la paix au Mali repose aujourd'hui plus que jamais sur vous, les femmes. La rencontre de restitution a été marquée par la projection d'un film documentaire sur l'outil Cercle de paix pour une meilleure implication des femmes au processus de paix et de la cohésion sociale dans les zones affectées par les conflits intercommunautaires. Campagne de sensibilisation sur le planning familial. Et c'est Marca Kungo, dans le district sanitaire de Fana, qui a servi de cadre pour le lancement de la présente édition au compte des régions de Koulikoro et de Djoila. Le reportage de Ousmane Koïta. La planification familiale en période de crise. Solidarité aux personnes déplacées et aux victimes de violences, c'est le thème de la 18e édition de la campagne régionale sur la planification familiale. C'est Marca Congo, district sanitaire de Fana, qui a été choisi par les autorités des régions de Djoila et de Koulikoro pour abriter la cérémonie de lancement officiel des activités de cette campagne sur la planification familiale. La présente édition est couplée au dépistage du col de l'utérus et du sein. Le site de Zantigila est le site qui abrite le plus grand nombre de déplacés, comme je le disais. Et c'est là, conformément au thème qui a été retenu cette année, qui est intitulé « Planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et aux victimes de violences ». Donc c'est pourquoi nous avons estimé vraiment nécessaire d'organiser ce lancement à Zantigila. L'objectif qu'on recherche vraiment, c'est de toucher le maximum de femmes, c'est vrai, mais surtout un grand nombre de femmes déplacées. Cette journée a été l'occasion pour les responsables sanitaires et leurs partenaires d'attirer l'attention du public sur les avantages de l'espacement des naissances. Il s'agit maintenant de recruter 396 800 utilisatrices de méthodes modernes de contraceptifs. Et pour cela, nous avons déjà mobilisé nos équipes sur terrain à travers des activités d'offres de services. La campagne va se passer dans tous les centres. Il y aura l'équipe mobile. Il y aura la stratégie avancée pour pouvoir atteindre le maximum de femmes pendant cette période. C'est gratuit, que ce soit pour le dépistage, que ce soit pour la planification familiale, tout ça c'est gratuit. Rappelons que la campagne régionale de planification familiale de cette année durera 1 mois et sera gratuite sur l'ensemble du territoire national. Clôture des travaux de validation du rapport d'évaluation de la politique nationale genre du Mali à Bamako. Pendant 2 jours, les acteurs concernés, la société civile, les leaders religieux et toutes les structures impliquées pour parler de la meilleure stratégie de mise en œuvre du document. Le compte-rendu de Mohamed Sangari. Adoptée par le gouvernement du Mali le 24 novembre 2010, la politique nationale JAR PNG a pour fondement l'égalité entre les hommes et les femmes et vise à construire une société démocratique qui garantit l'épanouissement des femmes et des hommes. Une décennie après sa mise en œuvre, les acteurs impliqués dans le domaine évaluent le rapport de la PNG pour de nouvelles recommandations dans le futur. Durant ces travaux, nous avons eu à faire des recommandations. Par exemple, à l'endroit même de l'État, nous avons demandé aux responsables de l'État de faire le suivi et évaluation de cette politique. Puisque quand on donne une politique seulement dans le document sensible, l'application, ça ne sert à rien. Nous avons dit
Vraiment, puisque cette politique a été mal comprise par la population, donc il faut revenir sur sa vulgarisation. Les participants venus des régions du Mali et du district de Bamako ont été répartis en 4 groupes. Après 2 jours de discussion d'analyse sur des thèmes bien précis, chaque groupe a apporté sa contribution pour la finalisation de la PNG. Cette évaluation vise non seulement à fournir une analyse de situation en vue d'une meilleure connaissance des résultats globaux et sectoriels, ainsi que l'impact de la PNG dans la sphère d'institutionnalisation du genre. C'est aussi les conditions de sa mise en œuvre et de son suivi afin d'en tirer les principaux enseignements. Cette rencontre de réflexion et d'analyse a été l'occasion pour les participants d'améliorer la PNG en matière de réduction des inégalités hommes-femmes pour sa validation. L'initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali, dans le souci de lutter contre le Covid-19 au Mali, a mis en place un projet de 4 mois pour sensibiliser les communautés réticentes au vaccin anti-Covid-19. Le projet vise à augmenter l'acceptation des vaccins anti-Covid-19 par les populations. Il est financé par l'ambassade de la Grande-Bretagne au Mali. Le reportage de Adama Traoré. Pendant 4 mois, l'initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali, IFE Mali, a sillonné 20 localités de notre pays à travers un projet qui avait pour but de lutter contre la réticence à l'égard des vaccins anti-Covid-19 dans des communautés vulnérables. Un projet financé par l'ambassade de la Grande-Bretagne au Mali, dont le rapport final indique un résultat satisfaisant. Les 2 résultats attendus de ce projet, c'était 1, d'augmenter leur niveau de connaissance par rapport au vaccin, et 2, de nous assurer qu'au minimum 500 personnes sont vaccinées à travers ce projet. Et comme vous pouvez le voir dans le rapport, la connaissance des bénéficiaires a beaucoup augmenté par rapport au vaccin Covid-19 parce qu'à travers ce projet, ils ont eu des réponses claires et crédibles par rapport aux fausses rumeurs. Et de 2, à travers ce projet, au lieu de vacciner 500 personnes, on a pu vacciner 1008 personnes dans les 20 localités à travers le Mali. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali a saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres à se faire vacciner afin de se protéger contre la pandémie à coronavirus. Et selon l'OMS, on observe au moins une diminution constante du nombre de nouveaux cas de Covid et de décès depuis la fin de janvier 2022. Et cette diminution des cas positifs, c'est en grande partie lié à la vaccination. Des questions-réponses ont permis à l'assistance d'être mieux édifiée sur l'engagement de l'initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali à travers des stratégies de communication pour les changements de comportement à accroître l'acceptation du vaccin. Célébration de la journée culturelle du club d'anglais de l'université HTEC. Le but est de construire une nouvelle personnalité des jeunes avec l'anglais. Plusieurs activités dont les jeux concours, slam, sketch, prestations d'artistes et autres ont donné plus d'éclat à cette célébration. Salifou Ouedraogo était du rendez-vous pour ORTM1. Cette journée culturelle du club anglais de la haute étude technologique et commerciale vise à créer la bonne ambiance entre les apprenants. C'est aussi un cadre où la théorie est liée à la pratique. Savoir parler l'anglais permet de voyager plus sereinement et de se sentir en sécurité. Parler une langue si développée permet de rencontrer beaucoup de monde, de se faire des amis, de pouvoir partager des moments avec des personnes étrangères et appartenant à une autre culture. Elle est également la langue la plus utilisée sur l'Internet. Le HTEC et ses partenaires, que les engagements et motivations apportent une contribution positive à la consolidation des buts recherchés. C'est des moments de détente et de fraternité entre le corps professoral et les étudiants. Cette 3e édition du club anglais du HTEC est une contribution
à la construction d'une personnalité des jeunes avec l'anglais. Nous parlons de journée culturelle et qui parle de journée culturelle parle de culture. Et la culture, il s'agit des hommes, il s'agit des personnes. Donc les enseignants, c'est important aux yeux des enseignants et c'est important également pour les étudiants. Maintenant, l'avantage qu'on peut dire pour les enseignants, c'est la communion avec les étudiants. Donc on a remarqué que les relations entre les enseignants et les étudiants sont pour la plupart du temps compliquées. Donc on profite de ces genres d'occasions, de ces genres de journées, justement pour créer plus de rapprochement entre les étudiants et puis les enseignants. Et également, deuxièmement aussi, ça permet aux enseignants en tout cas d'évaluer, de faire du sort d'évaluation vis-à-vis de leurs étudiants quant aux conseils qu'ils ont eu à prodiguer au cours de leurs différentes séances de cours. Pour les étudiants, la journée culturelle est importante parce que ça fait partie de la vie associative. Et au-delà de ça également, la formation ici est importante parce que dans les associations, on donne des formations que nous ne donnons pas forcément dans les séances de classe. La langue anglaise est une opportunité saisie par le DICLOB d'inviter la jeunesse à un changement de mentalité. Le message que j'ai pour booster la langue anglaise, c'est de motiver, c'est d'appeler mes frères, mes sœurs, mes parents, de s'adonner à l'apprentissage de l'anglais, puisque l'apprentissage de l'anglais est un devoir pour tous. Cet espace récréatif a été marqué par des sketchs, slams, jeux concours et des prestations d'artistes. Je le disais tantôt, célébration de la nuit des bois. Il s'agit à travers cette rencontre de promouvoir les communautés bois pour le développement du boitou. Deuxième du genre, cette rencontre permet également de rassembler les bois et partager avec d'autres communautés sœurs des moments de convivialité et de joie. Une initiative qui émane de l'Association des jeunes bois du Mali. Le thème retenu pour cette édition, nos valeurs sociétales bois et la refondation du Mali. Bokari Koulibaly a fait le reportage. Ils sont nombreux les fils et filles des communautés du Boitou à prendre part à la deuxième édition de la Nuit des Bois, une initiative de l'Association des jeunes bois du Mali. À travers cet événement, l'association entend promouvoir la culture bois, mais aussi rassembler ces communautés avec d'autres pour la paix. Cette deuxième édition de la Nuit des Bois vise à rassembler la communauté bois, ses amis, ses frères des autres communautés sœurs, pour partager un moment de convivialité et de joie, en vue d'établir des liens de confiance, de solidarité pour la paix et le développement du Boitou et de notre Mali en général. Riche en couleurs, la cérémonie a regroupé la jeunesse des associations Tapital Poulakou, Guina Dogon, Irganda et d'autres communautés du Mali. Opportunité pour témoigner de la fraternité et du brassage intercommunautaire et culturel de notre pays. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie que de participer à cela. Aujourd'hui, ce principe nous permet d'oublier nos différences, d'écarter nos incompréhensions, mais surtout de parler le même langage. Personnellement, je suis Bambara, donc je me suis toujours sentie à l'aise parmi les bois. Je vais exhorter les autres ethnies à emboîter les pas des bois. La soirée a été meublée par des prestations d'artistes, des danses et un panel de discussion sur le thème de la nuit, nos valeurs sociétales bois et la refondation du pays. Occasion pour les uns et les autres de rappeler l'importance de la paix et de la cohésion sociale pour un Mali refondé. C'est tout pour cette édition. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Bon début de semaine à tous.